Bonsoir à vous tous. Ce soir, c'est d'une véritable épidémie dont il est question dans temps présent. Pas d'un vent de panique passager comme la fameuse H1N1, mais d'une vague qui est déjà parmi nous et qui frappe sournoisement au bureau, sur les chantiers, dans les établissements publics. Cette épidémie, c'est la maladie du travail qui touche, selon une étude de 2007, tenez-vous bien, près de 40% des Suisses, presque un Suisse sur deux. Alors, être malade du travail, qu'est-ce que ça veut dire? Cela peut aller de la simple tension psychique qui vous ronge à petit feu, du mobbing qui vous détruit, du burn-out qui désormais remplit les cabinets des psychiatres, en passant par de multiples affections physiques. Être malade du travail, cela peut, hélas, aussi conduire à la mort. Chez nos voisins français, 40 employés de l'entreprise France Télécom se sont suicidés depuis 2 ans. Un drame national qui a provoqué l'ouverture d'une dénonciation judiciaire. L'enquête menée par l'inspection du travail en France est accablante pour les méthodes de gestion de l'entreprise. Le harcèlement moral, la course à la productivité, les méthodes de ressources humaines dignes du Far West sont clairement désignées comme responsables de la vague de suicides. En France, les choses au moins vont avancer. Mais en Suisse, le chemin est encore long pour changer les choses. La souffrance au travail est tabou. La plupart des employés qui ont accepté de parler à Jean-Daniel Bonenblust et Alexandre Lachavanne l'ont fait anonymement, par peur de la honte et des représailles. Regardez. « 1927, Métropolis. Dans son film, le réalisateur allemand Fritz Lang livre une vision du futur, les années 2000. Un monde où l'homme est brisé par le travail et asservi par une caste de privilégiés. Aujourd'hui, en 2010, la réalité de l'homme est effectivement marquée par la souffrance au travail. Une souffrance en constante progression. Lionel Dervin est un miraculé. En septembre 2009, il passe à 2 doigts de la mort après une tentative de suicide sur son lieu de travail, chez France Télécom. Son chef venait d'annoncer sa mise à l'écart du service. En réponse, Lionel Dervin se place devant lui et se plante un couteau dans le ventre. Lorsque je suis arrivé, j'avais un couteau qui était dans ma poche. J'avais un blouson sans manches, avec de larges poches, si vous voulez, qui tenait le couteau pile poil, juste à la distance, si vous voulez, de ces grandes poches de travail, vous savez. Et mon couteau était prêt, le sens du couteau était prêt. La lame du couteau était dans le sens où je n'avais qu'à plonger, prendre le manche. J'arrivais pas sur la lame, j'arrivais sur le manche. Je sortais le couteau et je me plantais le couteau, oui. Tout était minuté. Et c'est ce que vous avez fait? Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qu'ils ne m'ont pas empêché de faire, oui. Un acte désespéré qui a choqué Anne-Marie et Christian, ses collègues, présents au moment du drame. C'était vraiment le truc. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça aille aussi loin. Ouais. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite, ouais. Non, on n'a pas le temps de réagir. Et c'est vrai, après, moi, je reconnais que c'était un moment de panique, parce que c'est... Ouais. Hein? Ce scénario, monté avec soin par Lionel Dervin, prend place après une longue période de dégradation progressive de ses conditions de travail. Quand vous mettez ce genre de scénario en place, vous avez quand même une pensée à tous ceux qui sont partis. Et tous ceux qui sont partis, justement, le reproche qui ont été faits, ou l'excuse qu'on a donnée, c'est qu'effectivement, c'était des problèmes personnels et que ça s'est déroulé à l'extérieur de France Télécom. Et là aussi, j'ai dit non, moi, vous m'aurez pas. Moi, je vais bien revendiquer que c'est sur mon lieu de travail.
Vendredi, une salariée de 32 ans s'est tuée à Paris en se jetant de la fenêtre de son bureau. Un nouveau salarié de France Télécom s'est suicidé la Pas nuit plus tard dernière. que ce lundi, un cadre de l'entreprise, toujours de France Télécom, à Metz, a tenté de se donner la mort. Les syndicats dénoncent les méthodes de management de l'entreprise et en appellent à l'État. Selon les médecins du travail, depuis janvier 2008, plus de 50 employés de l'entreprise ont mis fin à leur jour. Mais la souffrance au travail est un sujet tabou, en but à une véritable loi du silence. Silence des employés qui n'osent pas en parler. Silence des employeurs qui, lorsqu'ils sont confrontés à ce problème, ne s'expriment pas sur la question. Dans ce reportage, nous n'entrerons pas dans les entreprises. Nous n'entendrons pas leurs dirigeants. Nous resterons à côté des gens cassés, rejetés et de ceux qui les aident. Ici, à l'hôpital de Nanterre, proche de Paris, a été créée en 1997 la toute première consultation spécialisée dans la souffrance au travail. Comment est l'ambiance dans le service? Bon, ça a trop d'étincelles déjà entre les collègues. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, il y en a qui disent rien, qui avalent, mais moi je peux pas. J'ai un caractère, je montre tout, je démontre tout. Dès que ça va pas, je montre tout. Mais j'en ai marre, c'est tout. Puis c'est la routine, je fais rien d'intéressant. Ça vous fatigue? Vous aimeriez ça me fatigue mieux parce que je être parle. Oui, vous parlez beaucoup. Je parle beaucoup. Ben, il faut à l'accueil. Oui, mais ça me fatigue. Non, mais je sais qu'à la fin de la journée, je suis claquée. Je fais rien à la maison. Je peux même pas cuisiner. Qu'est-ce que vous ressentiez? Je ressentais une dégradation de ma personne, quoi. Ouais. Que j'étais un objet, un numéro, un outil un outil, quoi. Un outil qui ne sert plus à rien, et puis qu'on jette. Vous en étiez arrivé à ça? J'en étais arrivé à ça. À ce sentiment-là que vous ne Oui, valiez parce plus que rien? moi, lorsque j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait mon travail, j'ai toujours été considéré dans mon travail et tout ça. Et du jour au lendemain, je me sentais complètement inutile, quoi. Inutile, voilà. Je me sentais inutile. Et à partir de ce moment-là, voilà, quoi. Marie Peuzé, docteur en psychologie et expert judiciaire, dirige la consultation depuis les débuts. Le niveau de souffrance est considérablement aggravé. On constate que nous avons 900 patients par an en moyenne dans toutes nos consultations et que le nombre des consultations souffrance et travail a triplé, quadruplé de 3. Nous sommes à 23 désormais en 10 ans. Mais surtout, les tableaux cliniques que présentent les patients se sont considérablement aggravés et transformés. Comment vous sentez-vous? Moi, je suis pas bien. Je suis pas bien. Si vous saviez comme j'ai peur, c'est vrai en plus. Ça paralyse mon mari, du coup, en plus, je me retrouve seule par rapport à ça. Parce que lui aussi, il a peur. Vous savez, la dernière fois que je vous ai vu, on a évoqué, je vous ai dit, j'étais quand même une population ciblée, etc. Et que savoir, je dois rechercher du travail, tout ça. Ça me fait beaucoup plus peur que d'être harcelée à mon travail. Un moment, un soir, Madame Peuzé, j'ai voulu mourir. Moi, je le dis comme ça parce que c'est comme une étincelle, vous voyez, ça fait... Et si ça prend pas, c'est bon, on s'est en sorti. C'est comme ça quand on a envie de mettre fin à sa vie. Depuis 2-3 ans environ, on voit apparaître dans nos consultations, au moins 2 ou 3 fois par semaine, des crises psychiques extrêmement aiguës, aboutissant soit à la menace de se suicider, je ne veux pas aller au travail, je vais jeter ma voiture dans le mur si je dois y retourner, ou bien si je dois retourner dans l'entreprise, je vais le buter. Je peux vous appeler si vous pouvez m'appeler. Je ne sais pas pourquoi la France a choisi comme mode de management le management, on appelle ça pudiquement par le stress, en fait c'est le management par la peur. Et la peur, vous en avez eu l'exemple ce matin, la peur de ne pas retrouver du travail, lamine les salariés français. Cette peur, nichée au cœur de la souffrance au travail, cette peur qui fait accepter l'inacceptable, la Suisse n'y échappe pas. Et bien souvent, les gens sont seuls avec leur douleur. Les rares études consacrées au phénomène traduisent une réalité inquiétante. 40% des salariés souffrent de stress aigu et plus de la moitié d'entre eux ont peur de ne pas retrouver un emploi adéquat après un licenciement.
peut-être vos coordonnées, s'il vous plaît? Dans les cabinets médicaux, cette souffrance se traduit par toute une série de symptômes. Troubles du sommeil, douleurs digestives, mal de dos, migraines, stress, difficultés à assumer le quotidien. Brigitte Zirps est psychosomaticienne et présidente des médecins de famille genevois. Là, ça tire, ça va? Moi, je suis installée depuis 20 ans. Je dois dire que dans mes 12 premières années de pratique, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, je travaille de la même façon, j'ai toujours les mêmes intérêts pour la psychosomatique. Et c'est seulement depuis quelques années, donc ça fait depuis maintenant 5-7 ans, qu'on en a de plus en plus. Et puis, que si on est attentif, vraiment, on se rend compte qu'il y a un vrai problème. Les femmes sont encore plus touchées que les hommes par la souffrance au travail. Anna en sait quelque chose. Comme la plupart des personnes que nous verrons dans ce reportage, elle restera anonyme. Car aujourd'hui, témoigner ouvertement de sa souffrance est risqué. Le monde du travail ne pardonne pas toujours ce qu'il considère comme de la faiblesse. C'est avec le chef d'Anna que tout a commencé. Il avait une façon de diriger l'entreprise, une façon tyrannique vis-à-vis de son personnel. Il exigeait en fait une disponibilité absolue. Donc au-delà même des horaires de travail. Et il y avait des personnes, justement, qui pouvaient être dérangées à la maison, ils pouvaient être dérangés pendant ses vacances, ils retournaient de ses vacances, justement parce que lui, il demandait. Il dirigeait donc l'entreprise comme un véritable despote. Toutes les personnes qui commençaient à travailler avec lui, ou bien on tenait les coups, ou sinon, c'était la porte. Donc, moi, je voulais quand même garder mon poste, donc j'avais intérêt quand même à m'habituer à travailler avec lui, à répondre aux tâches donc, qui m'avaient été demandées. Anna souffre au travail. Et comme la plupart de ceux qui sont dans cette situation, elle s'investit beaucoup dans son métier. Expert comptable dans une entreprise de luxe, elle doit suivre des cadences effrénées et se dépense sans compter, jusqu'aux premières alertes de santé. Donc moi, au bout des 4 mois, 4-5 mois de travail intensif, donc avec ces rythmes-là, cet stress et tout ça, donc j'ai eu un problème très important de santé. Ça m'est arrivé au travail même, c'était un soir déjà tard, donc il y a l'ambulance qui a dû venir me chercher au bureau. Et donc après ça, donc j'ai eu un mois et demi d'arrêt de travail. Et je me préoccupais beaucoup parce que je craignais qu'au mon retour, j'aurais plus mon poste. Donc je me suis dépêchée de retourner au travail, même si j'étais pas tellement récupérée. Si je répondais pas à mon travail comme il le voulait, donc c'était clair que je devais partir. Mais un jour, Anna n'arrive plus à suivre le rythme et quelque chose casse. Diagnostic, burn-out. J'allumais mon ordinateur et puis je n'arrivais pas, tout simplement. Je ne comprenais pas et j'y arrivais pas. Donc j'ai fait j'étais toute la journée en essayant quand même de faire quelque chose et puis j'arrivais pas à grand-chose. Et là, je dis bon, je dois quand même voir le médecin, voir s'il peut me redonner quelque chose, s'il peut-être me reposer une semaine. Et donc j'arrive chez le médecin et là, il m'a diagnostiqué un burn-out. Et il m'a fait voir que ce n'était pas une question d'une semaine. Une semaine après, j'ai reçu ma lettre de licenciement. La raison, c'était que c'était mon arrêt de travail. Pas le droit de flancher. Oui, absolument pas. Mais ça, je le savais depuis le début. Le système resserre une sorte d'étau. Il resserre une sorte d'étau de la performance. Vous devez toujours être plus. J'ai pas l'impression qu'il y a 50 ans, nos ancêtres devaient prouver leur valeur au quotidien. Aujourd'hui, si vous êtes dans une banque, vous êtes évalué régulièrement et vous devez chaque fois prouver que vous pouvez faire mieux. Avant, on devait prouver qu'on était bon. Aujourd'hui, mon sentiment, c'est qu'on doit prouver qu'on peut être meilleur. Et que derrière vous et à côté de vous, il y en a qui y arrivent. Et si vous n'y arrivez pas, vous avez un terrible sentiment d'être nul. Et ensuite arrivent tous les symptômes, avec souvent derrière une notion de culpabilité. La souffrance liée au travail est aussi une affaire de justice.
Le nombre de cas portés devant le tribunal des prud'hommes est en constante augmentation. Et obtenir gain de cause après un licenciement abusif est loin d'être évident. On se sépare de salariés qui travaillent correctement. Entre 1985 et 2005, la rémunération des actionnaires elle a été multipliée par 10. On a passé de 3 à 30 milliards. Ça s'est fait par des licenciements. Et ça s'est fait par des licenciements et par l'augmentation de la productivité aussi. Mais ça s'est fait nécessairement par des licenciements de gens qui travaillent correctement. Et c'est des gens qui souffrent beaucoup. Je crois qu'il y a une violence dans le licenciement d'un salarié qui fait correctement son travail, qui est investi dans son travail, qu'on ne mesure pas. Depuis 2 ans, on a tous l'impression qu'on est les prochains sur la liste. Ça tourne dans la maison, il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui restent pas. Et ceux qui sont là, ils ont tous peur d'être licenciés. Donc, enfin, il n'y en a pas tous, mais les choses, elles se passent mal. Vous croisez toutes les semaines des gens qui sortent en pleurant d'une pièce. Il y a des choses qui se passent mal. Il avait listé un certain nombre d'objectifs. Marguerite Bouget était animatrice dans un EMS. Licenciée après 10 ans de service, elle cherche à obtenir justice face à un employeur tout-puissant. Car en Suisse, licencier est très facile. On licencie facilement parce que l'employeur n'a qu'à respecter un délai de congé. Il n'y a pas d'indemnité de départ liée à la durée des rapports de travail comme on le rencontre dans d'autres pays. C'est un des droits les plus libéraux et les plus favorables aux entreprises. Oui. Par rapport aux résidents, moi je ramenais un petit peu de vie et de lumière, j'avais d'excellents contacts avec chacun, donc pour moi c'était aussi toujours un déchirement de savoir que du jour au lendemain tout ça c'est fini, c'est fini. L'évaluation, en fait, elle avait pour objectif... Au cœur de ces contentieux, un outil qui prend aujourd'hui une place centrale dans les rapports entre employés et entreprises, l'entretien d'évaluation. Donc il fait une évaluation qui, en fait, d'une certaine manière, prépare le terrain. Moi, je crois que c'est un outil qui a été répandu, oui, parce qu'il simplifie les procédures de licenciement. Et parce que c'est pas l'objectif numéro 1, mais parce qu'il met les gens sous pression. Je pense que toute l'augmentation de la productivité, cette espèce d'investissement qu'on sent toujours plus fort, où les gens ont peur pour leur place de travail, donc mettent les bouchées doubles. Moi, je vois des gens qui se tuent littéralement au travail, qui travaillent la nuit, qui préparent des documents à la maison, qui s'envoient sur leur ordinateur. Enfin, tout ça vient de ces évaluations régulières où c'est un outil qui permet de mettre les gens sous pression. La pression, c'est bien ce qu'a ressenti Lionel Dervin chez France Télécom. Dès sa privatisation en 1997, l'opérateur entre dans une restructuration permanente. En 2005, la direction décide de supprimer 22 000 postes. Dans le jargon de l'entreprise, on appelle cela « faire du moins ». Un manager, lorsqu'il y avait du moins dans une équipe, il touchait une prime qui pouvait aller de 1 000 à 1 400 euros par personne éloignée du service. Mais qu'est-ce qui a changé concrètement avec ce nouveau type de management? Alors, le management, c'est simple, c'est marche ou crève. Le mot est dur, mais c'est ça. Si jamais vous ne suivez pas, vous êtes dans une conception de rouleau compresseur. C'est-à-dire que vous avez un rouleau compresseur qui avance et vous êtes derrière le rouleau compresseur ou vous êtes devant le rouleau compresseur. Si vous êtes derrière, c'est que vous suivez. Et à partir de là, vous n'avez aucun problème. Si jamais, malheureusement, vous avez tendance à ne pas être bien, être légèrement en souffrance, maladie par exemple, donc là, vous traînez un peu les pieds, vous avez tendance à vous retrouver devant le rouleau compresseur. Et dès l'instant où vous vous retrouvez devant le rouleau compresseur et que vous n'arrivez pas justement à revenir derrière ce rouleau compresseur, on vous écrase. Primaire, industrie, société de services.
Privé, public, nul domaine ni secteur n'échappe à la souffrance au travail. Au cœur du problème, la course au profit et l'organisation du travail elle-même, souvent jugée comme pathogène par les spécialistes de la santé. Comment ça a été cette semaine alors, depuis la dernière fois que nous nous sommes vus? Il y a des phases où ça va bien, mais il y a des phases aussi, je dois le dire, où ça va mal. C'est-à-dire, je suis en crise intérieurement et je comprends pas toujours qu'est-ce qui se passe, vous voyez. Mais revenons, je voulais juste savoir, parce que j'ai pu rencontrer votre épouse. Oui. C'était... Bien sûr, elle est malheureuse de me voir comme ça. Elle est malheureuse. Elle aimerait bien que je retrouve une situation à la hauteur de, je dirais, de mes capacités restantes ou compétences, et que je puisse me réintégrer dans le milieu du travail, mais pas à n'importe quel prix, pas en tant que loque humaine ou un état végétatif qui ne reflète pas du tout ce que j'étais autrefois. Vous voyez, il y a aussi ce décalage. Davor Komplita est psychiatre. Dans son cabinet, les naufragés du monde du travail se succèdent et ne cessent d'augmenter. Nous avons fait une étude il y a quelques années à Genève qui montrait que pratiquement la moitié des consultations qui aboutissaient à un arrêt maladie étaient dues à des problèmes de qualité de vie ou de souffrance au travail. En Europe, on peut considérer pratiquement qu'un tiers des gens qui travaillent éprouvent un surstress, c'est-à-dire une souffrance au travail. Et quand on dit souffrance au travail, c'est pas qu'ils sont fatigués, c'est pas qu'ils ont un état d'âme. Non, non. C'est qu'ils dorment pas la nuit, c'est qu'ils somatisent, c'est que leurs relations sociales et familiales sont perturbées. On est vraiment devant une souffrance réelle et qui a aujourd'hui le statut ou la dimension d'un problème de santé publique majeur. Pourtant, les faits montrent que beaucoup d'entreprises ne se préoccupent guère des conséquences nuisibles qu'entraînent certaines conditions de travail. Tout ce qui peut vous poser réellement souci, que ce soit au niveau de votre santé ou quoi que ce soit, c'est considéré comme un problème privé. Ça ne rentre pas dans le cadre professionnel, donc c'est à vous de vous débrouiller. Amélie a travaillé de nombreuses années dans des call centers, un univers où elle a laissé une partie de sa santé. Dans la vente, à l'autre bout du fil, la colère des gens importunés chez eux, les insultes à répétition sont le lot quotidien. Il arrive aussi que le travail se déroule sous un contrôle permanent. On est très contrôlé par rapport à si on parle à un collègue, si on se lève pour aller aux toilettes, si on passe plus de temps à faire de l'administratif que de répondre au téléphone. Enfin, c'était très, très pénible, où les gens se tiraient un peu dans les pattes parce qu'il y avait une mauvaise ambiance dans le sens où tout le monde était très surveillé, très contrôlé. Donc il y avait certaines personnes, pour bien se faire voir ou arriver à atteindre peut-être une certaine ambition, faisaient un petit peu la police, hein, si vous voulez, dans le centre. Donc, s'ils voyaient que quelqu'un prend trop de temps à parler, ou bien la personne est allée trop longtemps en pause, elle a fait 2 ou 3 minutes de plus, ou des choses comme ça, il y a des gens qui surveillent et qui font remonter plus haut. Donc, quand on se sent dans cette atmosphère et cette ambiance, il y a énormément de méfiance les uns envers les autres. Et ça aide pas à créer des liens, non. La délation entre collègues. Ah oui, bien sûr, ça je l'ai vécu, de la délation. Je l'ai vu aussi, hein, pour moi et pour les autres, hein, tout à fait. Savoir que vous êtes surveillé dans tous vos actes, moi je mets carrément ça dans le contexte d'un mobbing. Vertige, douleur articulaire, soucis neurologiques, la souffrance s'installe. Amélie résiste, mais son corps ne suit pas. Je souffrais et j'y retournais quand même. C'est clair que là, il y a une sonnette d'alarme qui sonne et lorsque on n'est pas toujours à l'écoute de son corps, malheureusement, on a tendance à négliger cette sonnette d'alarme. Et jusqu'au jour où vous atteignez un pic. Alors ce pic, il peut être effectivement physique, où là, vous ne pouvez plus bouger, comme il peut être aussi, à force d'aller travailler dans la douleur aussi, c'est épuisant. C'est que vous vous dites ça va passer, ou alors vous prenez des médicaments. À la longue, au bout de quelques mois, quelques années, il y a les effets aussi qui ressortent. Vous alliez travailler dans la douleur. Ah oui. C'est l'enfer.
Il y a quelque chose de particulier avec la souffrance au travail, c'est que c'est la seule souffrance qui, plus ça fait mal, plus vous vous accrochez. Partout ailleurs, je ne sais pas, vous prenez un plat qui est bouillant, vous le lâchez. Non, le travail, c'est comme de l'électricité. Je dis, c'est une électrocution. C'est-à-dire que on commence à souffrir et on s'accroche et on augmente son effort et le champ de conscience se restreint. C'est-à-dire que exactement comme dans la toxicomanie ou dans l'ébriété, une fois que l'on est en état d'ivresse, on ne se rend plus compte qu'on devrait s'arrêter de boire. À partir du moment où on commence à être en surstress et en souffrance, le champ de conscience de soi-même se restreint et le jugement critique sur soi finit même par se suspendre complètement. Et d'ailleurs, beaucoup de patients, beaucoup de gens qui sont dans ces phases de descente vers le burn-out reçoivent des messages de leurs proches, de leur famille, de leurs conjoints. Et il y a un déni complet du fait qu'ils sont effectivement en train de couler. C'est ce qui explique, je dirais, aussi la gravité de ces états. C'est que l'instinct de survie ne se manifeste pas normalement, alors que tout dans la situation montre qu'il faudrait s'enfuir, qu'il faudrait en tout cas se protéger. La souffrance au travail n'est pas réservée aux simples employés. Elle touche beaucoup les cadres et même parfois des directeurs. Christian dirige une grande institution sociale subventionnée par l'État. Je suis je ne veux pas dire un forcené du travail, mais je pense que je le suis devenu. Je pense que j'étais devenu un workaholic. J'ai été jusqu'à des semaines de 60, 70, 80 heures, en ne prenant pratiquement pas de vacances, et finalement en consacrant l'essentiel de ma vie, de mon énergie, de ma réflexion au travail. Mais Christian n'est pas vraiment maître à bord. Il dépend d'un conseil d'administration qui le contraint à de fortes économies de fonctionnement. Pris en étau entre le conseil et son personnel mécontent, il finit par craquer et tombe en dépression. Ce qui m'a déclenché ma première visite chez mon médecin traitant, c'est la peur de ce que j'appellerais l'accident fortuit. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait un trop-plein, et ma crainte était que mon subconscient provoque un accident ou un événement particulier pour mettre fin à cette situation, pour que je puisse me reposer de force en quelque sorte. Comment ? Je me suis trouvé à rouler et puis à me dire, oui, un coup de volant à droite, et puis t'es tranquille pendant quelque temps. Et quand j'ai ressenti cela, ça a été vraiment la lumière rouge qui s'est allumée. Et puis je me suis dit, maintenant, mon vieux, tu es en train d'aller trop loin. Si tu commences à avoir des pensées comme ça devient dangereux. À un moment donné, nous avons eu recours à un consultant pour nous aider à mettre en place une organisation. Et ce consultant s'est très vite rendu compte que la plupart des cadres étaient épuisés. Et il l'a mentionné, mais malheureusement, ça s'est mal terminé pour un de ceux-ci qui n'a clairement pas tenu le coup. Et malheureusement, qui a fait un burn-out, qui malheureusement s'est mal terminé par un décès. Suicide ? Suicide, oui. Vous vous sentez plus fragile aujourd'hui ? Oui, beaucoup. Fragile sur le plan émotionnel notamment. La moindre petite contrariété ou me fait réagir de manière exagérée. Le fait aussi d'oublier les choses, de perdre les choses. Et ça, c'est le quotidien, c'est le courant. Et c'est vrai que c'est pas ma personnalité, c'est pas mon fonctionnement. Suicide, burn-out. Comment éviter ces issues dramatiques ? En Suisse, ce sont les inspecteurs du travail qui doivent contrôler les entreprises.
il y en a environ 200 pour 3,5 millions de salariés. Jean Parra a 20 ans d'expérience dans ce métier. Il dirige l'inspection du Jura avec de tout petits moyens. On est 2,4 postes exactement. C'est suffisant à vos yeux? Non, il faudrait être beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de travail. Il faudrait être plus et puis on espère bien qu'un jour ce sera le cas, comme d'ailleurs dans beaucoup de cantons. Il faudrait avoir plus de moyens pour faire de la prévention dans les entreprises et de la part de l'inspection cantonale du travail. Jean Parra. La loi suisse sur le travail prévoit de multiples obligations à l'adresse des employeurs. Mais une des principales difficultés pour les inspecteurs est tout simplement de la faire appliquer. Ouais. Alors je demande à lui. On sait qu'au sens de la loi, l'employeur doit prendre toutes les mesures pour préserver la santé physique et psychique des travailleuses et des travailleurs. Ça, c'est l'article 6 de la loi fédérale sur le travail. Alors, encore une fois, quand on parle d'accident professionnel, moi j'ai toujours l'image de dire un doigt coupé sous une presse, dans un atelier, ça se voit tout de suite. Tout le monde le sait, ça hurle dans tous les sens, il y a du sang partout, etc. Ça se voit. Quelqu'un qui commence à souffrir au travail, peut-être qu'il souffre de mobbing ou qui souffre de stress, trop de stress et qui est au bord du burn-out, ça ne se voit pas. C'est en lui, il subit des choses qu'il ne préfère pas montrer. C'est parfois dévalorisant pour cette personne. En tout cas, cette personne pense que c'est dévalorisant de s'extérioriser par rapport à ça. Donc un inspecteur, il peut bien passer une fois, il ne va pas le voir. Les seuls outils dont nous disposons, c'est de s'assurer dans les entreprises si des dispositions sont prises par l'employeur pour éviter que des problèmes, par exemple, de mobbing surviennent. Pourquoi on est si gentil avec les employeurs? Mais on en a besoin des employeurs. Puis on a aussi besoin des gens qui travaillent. Oui, on a besoin des employeurs et des travailleurs. Mais on n'est pas plus gentil avec les employeurs qu'avec quelqu'un d'autre. Simplement, le système est tel que la société accepte que le travail, parfois, rend malade. Et puis, de toute façon, on a une réserve de travailleurs. Donc, on peut encore compter là-dessus. C'est très cynique, mais personne ne le dit et personne ne va vous dire qu'il le fait. Mais la société est organisée comme cela et le marché est organisé comme cela. Force est de constater que personne ne s'intéresse à la santé au travail. Personne. Professeur à l'EPFL et l'Université de Lausanne, Michel Guillemin a consacré l'essentiel de sa vie aux questions de santé au travail. J'ai publié il y a quelque temps un graphique assez spectaculaire où on voit, issu d'une publication américaine, les coûts directs et indirects de grands fléaux. Le cancer, les maladies cardiovasculaires, le sida, Alzheimer et les accidents et les maladies professionnelles. Donc déjà, les coûts sont énormes. Les accidents et les maladies professionnelles coûtent plus cher à la société que le cancer ou les maladies cardiovasculaires, ce qui déjà étonne monsieur tout le monde. Et puis quand après vous comparez les allocations de recherche du Fonds national pour le cancer, Alzheimer, etc., ben vous voyez des sommes d'argent gigantesques qui sont d'ailleurs disproportionnées pour le sida, par exemple, parce que ça fait peur à tout le monde. Et puis pour les accidents et maladies professionnelles, on voit pratiquement il n'y a pas de subside. Donc on est dans une espèce de situation presque schizophrénique, quoi. Parce qu'il y a des vrais problèmes, et puis on ne s'en occupe pas, et puis tout le monde est content. Absentéisme, incapacité, troubles musculo-squelettiques. Personne n'a calculé avec précision la part attribuable au travail dans les coûts de la santé. Mais en se basant sur les méthodes de calcul du Danemark, la facture pour la Suisse s'élèverait à plus de 8,5 milliards. Les conséquences des mauvaises conditions de travail, notamment sur l'état de santé de la population en général, sont telles qu'elles coûtent beaucoup d'argent au système de santé suisse. Mais bien sûr, ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont concernées. Le système de santé, c'est vous et moi qui payons nos primes d'assurance maladie, qui prenons en charge ces coûts. Par contre, les dégradations de santé liées à des mauvaises conditions de travail, ce n'est pas vous et moi qui en sommes la cause. Ce sont les employeurs et les entreprises. Et tout le problème est là. Le jour où on demandera à cet employeur de prendre en charge les coûts liés à la dégradation de la santé de ses travailleurs, même s'il ne s'agit pas de maladie professionnelle reconnue, eh bien là, peut-être, les choses évolueront. Je pense que la Suisse va quand même avoir un jour
un choc lorsque les choses seront clairement dites. On va peut-être demander des comptes aux politiciens. Pourquoi vous n'avez rien fait puisqu'il y a 50 ans qu'on sait? Parce qu'avec l'amiante, c'est quand même ce qui s'est passé. Hein. L'amiante, on a réagi beaucoup trop tard. Et puis c'est quoi maintenant? C'est des morts qu'on a maintenant. Donc est-ce qu'il va se passer la même chose avec les conditions de travail où il y a des gens qui vont souffrir et puis on va pouvoir prouver que c'est leurs conditions de travail, mais on le sait. Le travail serait-il destiné à rester un monde où l'on se débarrasse des gens après les avoir usés? Un monde où l'on n'est guère plus qu'une chose, un numéro interchangeable. À France Télécom, je ne suis pas Monsieur Dervin-Yonel, je suis un matricule. Je suis YNED 6494. Au début, vous en rigolez, c'est comme tout. Hein. Ça, c'est comme quand quelqu'un vient vous chercher querelle, à un moment donné, vous dites « Attends, tu plaisantes ». Et puis petit à petit, si vous voulez, vous apercevez que vous n'êtes plus que ça. Donc là, vous avez votre identité qui se perd petit à petit. Et quand à cela viennent s'ajouter des jeux de pouvoir entre collègues ou avec les supérieurs, les conséquences peuvent être dévastatrices. Isabelle est employée d'une grande entreprise d'État qui s'est engagée à ne pas licencier. Elle s'est vue supprimer son poste sans pour autant perdre sa place. Le principe est clair, vous dépouillez quelqu'un, en fait, d'abord de ses fonctions, de ses occupations. Cette personne se retrouve dans un bureau inoccupé, avec plein de secrétaires qui, elles, sont suroccupées, bien sûr, parce que le travail doit quand même être fait. Et puis, comment vous ne voyez plus personne. Et puis, petit à petit, vous n'avez plus de téléphone. Et puis, les emails se font de plus en plus rares. Et puis, pour finir, il n'y a plus rien. Que des secrétaires qui, finalement, à juste titre, hein, j'insiste, hein, se plaignent de devoir faire votre travail. Mais ça, c'est entre la direction et les secrétaires. Donc, la direction squeeze vos tâches et les donne aux secrétaires. Vous n'existez plus. On a tiré un trait sur vous et on vous laisse survivre dans un bureau. Vous n'avez plus de relations professionnelles? Aucune. Aucune. Même mes anciens collègues m'ont fait comprendre que n'étant plus dans le circuit, je ne pouvais pas participer à leur pause café ou à quoi que ce soit. Donc vous êtes dans un isolement total. Complet, total. Au placard, comme on dit? Voilà. C'est le placard, le vrai. Celui qu'on n'imagine même pas pour les autres. Vous êtes dans un sable mouvant et vous commencez par vous enfoncer très lentement, petit à petit, etc. Et il ne reste plus que la tête. Et vous avez autour de vous des gens qui pourraient vous tirer de là, mais qui en fait ne font rien. Donc voilà, vous en êtes là. Et personne ne vous tire, personne ne s'occupe de vous en fait. Vous voyez quelqu'un qui est en train de s'enfoncer et puis vous le laissez livrer à lui-même. C'est ça. Comment ça a été cette semaine alors, depuis la dernière fois que nous sommes vus? Désolidarisation, isolement, des thèmes qui reviennent sans cesse dans les consultations. Je pense que la peur produit encore autre chose, elle produit la lâcheté. Le mobbing, effectivement, aujourd'hui peut se développer beaucoup plus facilement dans les entreprises, précisément parce qu'il y a cette pression, parce qu'il y a cet isolement, parce que mais il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui réellement ont une mentalité perverse, qui d'une certaine façon jouit de la destruction imposée à l'autre, ces gens-là sentent bien qu'il n'y a pas plus beaucoup de courage dans l'environnement et qu'ils bénéficient de facto d'une certaine forme de tolérance, voire d'impunité. Dans un environnement solidaire, il est beaucoup plus difficile d'harceler quelqu'un. Et si cette personne est harcelée, elle bénéficie de la solidarité et du regard des autres. Ce qui détruit réellement les gens, c'est pas seulement d'être harcelé, mais c'est d'être harcelé et de se rendre compte que tous les autres le voient et le savent et que personne ne bouge. Et qu'il n'y aura pas de justice pour cette situation. Ça, c'est extrêmement destructeur. C'est pas le harcèlement tout seul. C'est le harcèlement en sachant qu'il sera impuni et qu'il est toléré et que dans le fond, tous les autres vous ont abandonné dans votre situation de souffrance.
Vous êtes vidé, vous vous sentez cassé, considéré comme cassé par la société. Et c'est pas une belle image. Hein. Je veux dire, on en souffre. Donc, ras-le-bol de tout, pas seulement du stress, mais ras-le-bol des comportements, des gens, des humains. C'est intéressant. Pour avoir refusé de cautionner certaines pratiques commerciales de son employeur, David a été harcelé, puis licencié. À sa dépression, aujourd'hui, s'ajoute un sentiment de total écœurement. À partir du moment où vous dénoncez un comportement qui n'est pas loyal, c'est clair que vous devenez une cible au regard des supérieurs hiérarchiques. Et je me suis aperçu, non seulement pour moi, mais pour d'autres personnes victimes de harcèlement, que une fois que la personne a été identifiée comme harcelée, la solidarité interne et la cohésion interne, elle s'effrite très vite. Et les gens retournent leur veste. Et ça, moi, je supporte pas. Je n'aime pas entre guillemets, les faux culs, quoi. Pourquoi vous témoignez aujourd'hui ? Pour les autres, pas pour moi, finalement. Pour les autres, parce que j'ai constaté qu'il y avait énormément de souffrance, et j'insiste, au travail, et que beaucoup de personnes qui souffrent sur leur place de travail n'ont pas le courage, ni la volonté d'exprimer cette souffrance et de la sortir. Quand vous revenez sur cette expérience, qu'est-ce qu'elle a changé au fond de vous ? Une distance terrible par rapport aux gens, une émotivité complètement décuplée, oui, et une distance terrible par rapport aux gens. J'ai toujours été très cordiale, j'ai toujours aimé avoir beaucoup de monde autour de moi, j'ai toujours invité beaucoup de monde, etc. Je n'invite plus, je ne participe plus à rien non plus, y compris dans ma vie personnelle, je veux dire. Il n'y a vraiment, oui, je me suis un peu isolée du monde, un peu retirée. C'est-à-dire que bon, il y a l'élément confiance qui en prend un sacré coup. Quant à Lionel Dervin, c'est après 30 ans de service qu'il voit le rouleau compresseur se rapprocher dangereusement. Les chantiers s'enchaînent à toute vitesse, les objectifs deviennent irréalisables. Il faut rentrer de l'argent par tous les moyens. Et tous les moyens sont bons pour faire rentrer de l'argent, à tout prix. Y compris dans le non-respect des agents qui travaillent dans l'entreprise. Peu à peu, il arrive à Lionel Dervin et ses collègues de se voir pratiquement forcés à mal faire leur travail. Mal faire notre travail obligatoirement, maintenant le vouloir, il faudra peut-être demander ça justement aux responsables. Mais nous, c'est ce que l'on vivait. Et effectivement, on était obligé de le faire mal. Il y a là une désagrégation de ce rapport à la valeur au travail qui est extrêmement destructeur parce que les valeurs professionnelles d'un individu sont toujours en relation avec ses valeurs fondamentales, avec ce qui fait sens dans sa vie. Or, les valeurs, une des définitions, c'est dire c'est quelque chose pour quoi vous êtes prêt à donner votre vie. Si vous êtes amené à violer vous-même vos propres valeurs, qu'est-ce que vous êtes en train de faire de votre propre vie ? Et ça, c'est, je dirais, le fond de la lésion que produit cette souffrance au travail. Seuls quelques mois ont passé depuis la tentative de suicide de Lionel Dervin. La blessure au ventre a guéri, mais pour le reste, la récupération est lente, très lente. J'ai un mari qui bougeait énormément, qui était tout le temps en train de se promener, de rigoler, de s'amuser, de faire plein de choses.
Et là, je me retrouve avec une personne qui se lève tard, qui est sous l'emprise des médicaments, qui se lève tard et qui par la force des choses, ne s'occupe plus trop de ce qui a à s'occuper malgré tout à la maison, quoi, y compris de moi, malheureusement. Donc je me retrouve toute seule et n'ayant pas de famille dans le coin, on se trouve un petit peu avec un poids sur ses épaules qui n'est pas toujours facile à gérer, quoi. Guérir à 100%, moi j'y crois pas. Mon inconscient, si vous voulez, il est avec la mort. Combien de fois dans les débuts, quand je suis sorti de l'hôpital, je vous dis, le train, le camion, les camions qui passent devant, quand je vais me promener, il y a un arbre qui est là, j'ai dit tiens celui-là il serait bien là, toc toc toc, je monte là, tout, je vois tout le scénario, la corde qui est mise et tout, hein, tout est, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et là vous êtes mal. Vous avez l'impression que vous allez bientôt sortir de cette période difficile ? En sortir totalement, non. Maintenant, on apprend plutôt à vivre avec. Quand il arrive des drames comme ça, que ce soit, en l'occurrence, une tentative de suicide ou un décès d'un jeune enfant, maintenant, je pense que je suis bien placée, malheureusement, pour le savoir, c'est qu'on oubliera, et on n'oubliera jamais. On ne peut pas oublier, on n'oubliera jamais. Par contre, il faut apprendre à vivre avec. Donc c'est une nouvelle vie qui recommence, et puis avec à nouveau, je pense, des bons et des moins bons moments, quoi. Mais bon... Il faut faire avec, il faut composer malheureusement. Reste la patience, l'espoir de se relever un jour et à l'esprit les autres collègues, ceux qui n'ont pas survécu. Tous ces gens qui sont partis, la souffrance dans laquelle ils ont pu être pour faire ce geste-là, maintenant je prends conscience de ça. Je prends conscience de ça et je les plains, je les plains parce qu'ils ont dû souffrir d'une façon atroce. Une étude officielle a révélé que la souffrance au travail serait la cause d'un suicide chaque jour en France. Un chiffre en dessous de la réalité pour les spécialistes. Aujourd'hui, un nombre croissant d'employés se suicident sur leur place de travail. C'est un acte militant, on les appelle des suicides rouges, hein. Ils sont des suicides dédicacés. Souvent, celui qui se tue laisse un mot, et puis entretient l'espérance, bien déçu malheureusement par la suite, que son suicide va ouvrir la parole dans l'entreprise, que donc la violence de son geste va permettre de crever ce mur de déni, de cécité collective. C'est pas vrai, c'est pas ça qui se passe. On fait retravailler sur la chaîne dès que le corps a été évacué, et les réunions ne s'arrêtent pas, et la vie au travail continue, et de toute façon, très rapidement, l'entreprise a une stratégie de communication qui vise à mettre l'accent sur les facteurs personnels entraînant le décès du salarié en question. Le réalisateur de Métropolis aurait-il vu juste ? Certains s'attendent au pire. L'étape suivante, déjà prévisible, c'est non pas l'auto-agressivité, c'est-à-dire je me détruis, non, c'est que je viens et je vais régler mon problème émotionnel avec mon environnement à coup de feu ou à coup de couteau. À ça, nous devons encore ajouter tout ce qui relève de l'usage des drogues et de l'automédication, qui est extrêmement importante, qui sont encore des facteurs aggravants. Donc je suis, sur le plan clinique, je suis fondamentalement pessimiste sur cet aspect-là des choses. L'avenir risque d'être plus grave. Le Moloch qui dévore les hommes ne serait-il pas l'allégorie qui représente le monde du travail d'aujourd'hui ? C'est une profonde injustice. La peur au ventre, comme tous les Français. Comme j'ai peur. Si vous saviez comme j'ai peur. Si vous saviez. Si vous saviez comme j'ai peur. Si vous saviez comme j'ai peur. Si vous saviez comme j'ai peur. Moi, j'ai l'espoir surtout que, au-delà du cadre légal, au-delà des directives européennes, au-delà de la médiatisation, chacun d'entre nous est un sursaut
pour sortir de sa petite cécité quotidienne, des petits silences frileux quand on voit quelqu'un qui est mis à mal et qu'on ne bouge pas, qu'on ne va même pas lui dire « tu sais, tu n'es pas seul, je vais t'accompagner chez le médecin du travail ». Ou bien je vais t'accompagner chez un juriste, ou bien nous allons en groupe voir le DRH pour lui parler de ce que tu subis. Je pense que c'est notre affaire à tous. Dans le monde du travail, l'histoire de Lionel Dervin a valeur d'exemple. Pour qu'on n'oublie pas, dans l'espoir de faire changer le cours des choses, il laisse aujourd'hui un livre. Un témoignage vécu de l'intérieur qu'il résume en quelques mots. La rentabilité n'implique pas qu'on méprise à ce point le capital humain. À la suite du rapport de l'inspection du travail sur les suicides à France Télécom, une procédure judiciaire vient d'être ouverte par le parquet de Paris pour harcèlement moral. Le rapport accuse même les dirigeants de France Télécom de mise en danger de la vie d'autrui. Je vous invite à lire ce rapport mis en ligne sur notre site www.tempsprésent.ch. Il est impressionnant, il montre comment les décisions stratégiques et la recherche de la productivité à tout prix mènent à une violence généralisée dans l'entreprise qui peut conduire au suicide. Qui sait si vous-même n'êtes pas concerné aussi par la souffrance au travail? Alors n'hésitez pas à interpeller à la même adresse notre invité de la semaine, le docteur Davor Komplita, psychiatre à Genève, spécialiste des maladies du travail et intervenante en entreprise. Nous sommes d'ailleurs bientôt le 1er mai, fête du travail, l'occasion peut-être de réfléchir à ce qu'il nous apporte ou ce qu'il nous coûte. Excellente soirée, très bonne semaine à vous tous et à bientôt. Grève des employés, sécurité toujours plus contraignante, vol et embarquement bondés, qui n'a pas connu le stress en passant par un aéroport? Il n'y a pas seulement les retards, les annulations et la mauvaise météo qui peuvent bloquer le passager, mais aussi tous les obstacles à franchir dès le check-in et les contraintes à subir pour raison de sécurité. Nos aéroports vont-ils craquer? Reportage en Suisse et en Europe.